Benjamin Dessus, bonjour. Vous êtes ingénieur, économiste, vous présidez l'association Global Chance et vous publiez Déchiffrer l'énergie chez Belin. Alors nous sommes à la veille de la conférence environnementale, l'occasion d'un bilan de la politique du gouvernement. Depuis son élection en mai 2012, François Hollande a-t-il mis en marche une transition énergétique, pensez-vous? Difficile de répondre à cette question de façon totalement précise. Il y a eu un très beau débat, assez large, avec l'ensemble des forces de la nation, les institutions, etc., qui a sorti un certain nombre de choses. Et puis il y a une loi qui est écrite, dont les objectifs sont ambitieux et intéressants, mais par contre, les moyens qui sont mis en face, dans les différents secteurs, ne sont pas du tout à la hauteur de la situation. Donc, le verre est à moitié plein et le verre est à moitié vide. Autre point majeur, la conception de la transition énergétique à la française exclut complètement de parler du nucléaire, alors que dans la définition même de la transition énergétique, telle que les Allemands l'avaient imaginée dans les années 80, il s'agissait de sortir à la fois des énergies fossiles et des énergies fissiles. Là, on n'en parle plus. Tout le monde sait bien que l'histoire des 50% de nucléaire ne nous mène pas à la sortie du nucléaire à un horizon défini. Par conséquent, on n'a fait que la moitié du parcours de ce côté-là. Et les transports sont souvent le parent pauvre des discussions en matière de réduction et de transition énergétique. Une des politiques prônées aujourd'hui par le gouvernement est celle de la voiture électrique. Est-ce une bonne manière d'aller vers la transition énergétique? Clairement, quand on regarde la déclinaison sectorielle de cette transition énergétique, dans l'habitat et le tertiaire, il y a des choses. Dans l'industrie, il n'y a rien du tout. Et dans les transports, encore moins. Sauf une seule mesure, qui concerne la voiture individuelle et qui est le lancement d'un grand programme de véhicules électriques qui est complètement aberrant du point de vue économique et du point de vue environnemental. Ça va coûter des fortunes à la tonne économisée de CO2, au kilo d'oxyde d'azote économisé, au kilo de particules fines qui bousillent la santé des Parisiens. Ça va coûter des fortunes par rapport à d'autres solutions beaucoup moins chères que ça. Donc, à mon avis, là, c'est complètement à côté de la plaque et c'est vraiment une sorte de gadget. Il est à peu près évident que ça ne se fera pas. Il est proposé de faire 7 millions de bornes de recharge, ce qui veut dire qu'il y aura à peu près 7 millions de voitures et ça ne tient absolument pas la route. Quelles sont les particularités du système énergétique français, selon vous? Alors, c'est bien qu'on parle de système énergétique parce que, si vous voulez, quand on parle d'énergie en France, et généralement dans le monde, on parle de production d'énergie et on s'engueule pour savoir si on préfère l'éolien, le photovoltaïque, le nucléaire, etc. Bon. On parle quelquefois un peu de demande énergétique, les besoins énergétiques, mais c'est très rare qu'on parle des deux à la fois, de l'ensemble du système, et c'est ce que j'ai d'ailleurs voulu faire dans mon bouquin, montrer que c'est un système, et que l'un réagit sur l'autre. La production réagit sur l'usage, et l'usage réagit sur la production. Par conséquent, il faut l'envisager comme un système complet et l'analyser de façon globale. Alors, le système français se caractérise par une centralisation considérable, je pense que c'est l'essentiel de la chose, à cause ou grâce au nucléaire, et donc à une prééminence fantastique du nucléaire dans la pensée sur l'énergie. Et donc une pensée très productive et complètement centrée sur le nucléaire, ce qui fait qu'on oublie un peu tous les problèmes de la maîtrise de l'énergie, de la maîtrise des usages, de la sobriété, etc., qui sont essentiels pour la transition énergétique. Vous parlez de l'importance du nucléaire, le groupe Areva est en train de sombrer économiquement. Est-ce que l'économie de notre système énergétique est en train de changer aujourd'hui ? Elle va changer parce que manifestement le maintien du nucléaire dans les conditions actuelles n'est plus possible. On a des centrales vieillissantes, tout le monde se pose la question de savoir si on peut les faire tenir au-delà de 40 ans ou pas, c'est pas du tout évident. Après l'accident de Fukushima, on n'a pas très envie de prolonger trop longtemps les centrales, ou bien ça va coûter très cher de les réhabiliter. Et les nouveaux réacteurs, eh bien manifestement, on ne sait pas les faire. Vous avez vu l'annonce hier de Flamanville qui était déjà à 8,5 milliards et qui avait déjà 5 ans de retard, qui prend encore une année de retard et qui va augmenter d'1 milliard. Nous avons écrit ça il y a 5 ou 6 ans, tout le monde nous rigolait au nez. Il est clair qu'on ne sait pas faire l'EPR. Donc on n'a pas de solution sérieuse de remplacement des réacteurs actuels. Donc l'économie de l'électricité va changer. D'autre part, de toute façon, toutes les nouvelles solutions sont plus chères que les précédentes. Parce que là, on travaillait sur un nucléaire amorti,
L'investissement avait été amorti, donc ce n'était pas très cher. Mais à partir du moment où on veut le réhabiliter, ou faire des éoliennes, ou faire des turbines à gaz ou autre, on va se retrouver avec une électricité plus chère. D'où l'intérêt de se poser la question de la demande et des économies d'électricité, plutôt que de toujours rajouter des unités de production. On entend beaucoup un discours qui dit que finalement la transition énergétique, ça coûterait trop cher, que ce serait un luxe que notre société ne pourrait pas assumer. Ben ça, c'est ce qui s'est toujours dit, si vous voulez. Ah oui, c'est peut-être possible de faire ce que vous voulez faire, la transition énergétique, par une demande plus faible, etc. Mais ce n'est pas possible économiquement. Moi, j'avais démontré, il y a une quinzaine d'années, que ce n'était pas vrai. J'ai fait une thèse sur cette question en économie. Bon. Et en fait, ça se révèle tout à fait faux de dire que ça coûte plus cher. Par exemple, faire des économies d'électricité aujourd'hui, ce à quoi on ne pense pas du tout en France, ou très peu, ça coûte généralement 2 à 3 fois moins cher que de produire 1 kWh de plus. Donc on a une marge de manœuvre considérable. Et par exemple, assez curieusement, la loi de transition énergétique n'affiche aucun programme d'efficacité électrique. On parle d'efficacité énergétique, faites des économies de pétrole, faites des économies de tout ce que vous voudrez, mais les économies d'électricité, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'il faut vendre du nucléaire. Pourquoi pensez-vous que les acteurs politiques en France soient beaucoup plus prompts à vouloir agir sur l'offre que sur la demande d'énergie? C'est beaucoup plus facile à vendre. C'est facile d'inaugurer une éolienne, c'est pas très facile d'inaugurer une économie d'énergie, une économie d'électricité. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de ça, si vous voulez. Il y a beaucoup de l'idée que... regardez, Ségolène Royal, quand elle parle d'environnement dans sa région, elle parle du photovoltaïque qu'elle a mis sur les toits du collège, quoi. Parce que ça se voit. Mais faire des économies d'électricité, des économies d'énergie, ça ne se voit pas beaucoup. Et donc, ce n'est pas très rentable pour un politique. Je crois que c'est d'abord ça. D'autre part, on a pris l'habitude de considérer que l'énergie était quelque chose de complètement hors sol, hors des citoyens. Ils ont devant eux un gentil ou un méchant Total, un gentil ou un méchant EDF, à qui ils achètent de l'électricité, du fioul, etc. Mais ils n'ont pas l'impression d'avoir la moindre maîtrise sur la façon dont ils consomment leur énergie. Donc, tant que vous ne rapprochez pas les citoyens de la production, ils sont inconscients du fait qu'ils pourraient agir à la fois sur leurs propres demandes et sur la production elle-même. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on ne parle que de production.